13h, 14h. Europe 1, 13h. Bon début d'après-midi à tous et bon appétit. Peut-être vous êtes bien sur Europe 1 en compagnie de Mickaël Dorian et de ses invités, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Henri Guénaud, ancien commissaire général au plan et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. C'est une information relayée par nos confrères de l'Opinion et publiée aujourd'hui qui fait polémique. Le dernier Conseil des ministres, le 30 juillet dernier, a été marqué par un échange intense entre Emmanuel Macron et son ministre des Outre-mer, Manuel Valls, autour de la reconnaissance prochaine par la France d'un État palestinien. Pour en parler, j'accueille Corinne Laïc, journaliste à l'Opinion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 cet après-midi. Vous êtes l'auteur de cet article publié aujourd'hui. Avant de nous raconter ce qui s'est passé, les propos rapportés datent du 30 juillet, on le disait, date du dernier Conseil des ministres, il faut le préciser. Alors pourquoi est-ce que cet article sort seulement maintenant ? Parce qu'il faut que le temps d'une information qui n'est pas destinée à être publiée, puisque les conseils des ministres se déroulent en huis clos, et donc ce qui se dit reste secret. Il faut qu'elle soit relayée par des sources qu'ont les journalistes, et puis à partir de là, que les journalistes fassent une contre-enquête pour bien vérifier que les choses ont été dites de la manière dont on nous l'a rapporté. Voilà, donc c'est le temps de l'enquête. Très bien, merci pour ces précisions. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Que s'est-il dit alors lors de ce Conseil des ministres qui fait autant réagir, qui a notamment fait réagir le président du CRIF, Jonathan Arfi? Oui, tout à fait. Alors, vous avez bien expliqué, mais je voudrais recontextualiser ce qui s'est passé. Un Conseil des ministres se tient à huis clos. À la fin d'un Conseil des ministres, il y a une partie qui est réservée au débat, et Manuel Valls a demandé à prendre la parole pour expliciter sa position concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Il dit qu'il est pour la solution à deux États, mais qu'il estime que dans le contexte actuel, elle n'est pas de mise, dans la mesure où ça serait apporter une sorte de récompense ou de victoire au Hamas, qui a déclenché donc l'opération terroriste que l'on sait le 7 octobre. Et il dit que cela peut avoir des conséquences sur la relation diplomatique avec Israël, entre Israël et la France qui est déjà dégradée, et une rupture de lien de confiance entre la France, l'État, et la communauté juive, qui est très fragilisée et en souffrance vu ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et là-dessus, comme lui-même a dit que tous les Français juifs ne se reconnaissaient pas forcément dans la politique de Netanyahou, Emmanuel Macron, qui lui a répondu dans un second temps, lui dit si tous les Français juifs ne se reconnaissent pas dans la politique de Netanyahou, tous les Palestiniens ne sont pas des terroristes, il ne faut pas les essentialiser. Et c'est dans ce contexte qu'il prononce la phrase suivante que je mets entre guillemets dans mon article, et c'est seulement cette phrase que je mets entre guillemets, qui est « l'histoire de la communauté juive, c'est l'universalisme ». Il se trouve que, par ailleurs, un autre participant du Conseil des ministres, qui connaît bien le président... Qui n'est pas nommé dans l'article. Pardon ? Qui n'est pas nommé. Un autre participant qui n'est pas nommé dans l'article. Non, qui n'est pas nommé, qui a souhaité garder l'anonymat dans la mesure où personne n'est censé rapporter les propos qui se tiennent autour de la table, sauf quand le président décide d'en faire une communication par l'intermédiaire du porte-parole du gouvernement. Donc ce participant me dit que selon lui, la pensée du président de la République, c'est qu'il existe une tendance de quelques-uns au sein de la communauté juive, donc je dis bien de quelques-uns, à aller vers les plus radicaux. Et donc, j'en conclus qu'évidemment, et donc à oublier la part d'universalisme. Et c'est vrai que ces propos ont choqué Manuel Valls, qui n'a rien dit sur le moment, parce que quand le président de la République a parlé, on ne peut pas reprendre la parole après, mais qui a été choqué. Et je sais que ça suscite des réactions dans la communauté juive, dans la mesure où effectivement, Jonathan Arfi, le président du CRIF, a fait un long message sur X pour expliquer que remettre en question l'universalisme... il dit précisément s'il remet en question l'universalisme des Français juifs, on ne le ferait pas avec les Français catholiques, et que l'inquiétude que les Français juifs manifestent est celle de républicains et d'universalistes qui sont inquiets pour la France et pas seulement pour eux-mêmes. Voilà. Il dit exactement, si les propos du président de la République en Conseil des ministres sont avérés, ils constituent un précédent inacceptable. Insinuer que la communauté juive ne serait pas fidèle à son universalisme, c'est laisser penser que les Français juifs ne s'inscriveraient pas dans l'intérêt général. Il dit aussi, si ces propos sont avérés, ce que je ne veux croire, ils résonnent pour les Français juifs comme une profonde injustice.
Alors, je rappelle que les propos avérés et assumés par Emmanuel Macron, c'est l'histoire de la communauté juive, c'est l'universalisme. Oui, à partir de là, on peut en déduire effectivement qu'il y a une espèce de petit rappel à l'ordre, mais qui, d'après le participant que j'ai cité, ne concernerait que les personnes de la communauté juive qui s'éloignent de cette règle en adoptant des positions radicales, en adhérant à 200% à la politique de Netanyahou. Allô, Madame, alors, vous entendez ? Oui, alors on vous entendait plus. On a été coupé. Oui. Voilà. Donc, il ferait allusion aux Français juifs qui adopteraient des positions radicales et qui ne seraient pas sur la position exprimée par Yonatan Arfi, qui s'exprime au nom du CRIF, donc au nom de la communauté juive française organisée. Merci beaucoup Corinne Laïc pour toutes ces précisions, journaliste à l'opinion et auteur donc de cet article qui interroge et qui a déclenché la polémique depuis sa publication ce matin. Henri Guénaud, Emmanuel Macron qui appellerait la communauté juive à respecter l'universalisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, un président ne devrait jamais dire ce genre de choses. Voilà, c'est la première chose. Le Conseil des ministres, certes, c'est à huis clos, mais c'est quand même un moment solennel pour la République. C'est pas une conversation privée. Hein, elle est couverte par le secret, mais elle n'est pas privée. Et en général, d'ailleurs, quand le président de la République s'exprime dans le Conseil des ministres, ça finit par sortir. Voilà, il y a toujours quelqu'un, soit parce que c'est l'Élysée qui organise la fuite, soit parce que les ministres, et surtout dans un contexte politique comme celui d'aujourd'hui, avec des factions qui travaillent pour elles-mêmes au sein même du gouvernement, on est sûr que ça va sortir. Donc, quand le président de la République s'exprime en Conseil des ministres, il doit peser ses mots. Donc, le président ne devrait pas dire ça. La deuxième remarque que je ferai, c'est que pour aucune autorité de la République, le mot communauté ne peut être employé. Il n'y a pas de communauté dans la République française. Il y a des Français juifs. Pour un président de la République, chacun après peut avoir son opinion. Monsieur Arfi peut parler de communauté juive s'il en a envie, mais président de la République... Yonatan Arfi parle de Français juifs. Il a parlé là aussi, il a dit... insinué que la communauté juive ne serait pas pardon. Donc il a le droit, c'est un citoyen comme un autre, il se désigne comme il entend, mais le président de la République, en Conseil des ministres, a fortiori, ne doit pas parler de communauté. Il y a des Français juifs, il n'y a pas de communauté juive aux yeux de la République. Qui renvoie au communautarisme. Voilà, mais pas plus qu'il n'y a de communauté musulmane, de communauté catholique. Il y a un peuple français et il y a des citoyens français qui ont chacun leur religion qui leur appartient, ou leur croyance ou leur non-croyance. Mais ça, c'est une faute majeure qui, en plus, dans le contexte actuel, met de l'huile sur le feu. Parfois, on se demande si le président de la République a conscience de ce que sont les devoirs de sa charge et ce que sont ses responsabilités de président. Raphaël Steinville. D'abord, je souscris à ce que dit Henri Guénaud, mais si les Français de confession juive aujourd'hui peuvent avoir des réflexes de repli identitaire, communautaire, c'est précisément parce que l'État, ces derniers mois, ces dernières années, ne les protège plus comme il se doit. Lorsque l'on voit l'explosion de l'antisémitisme en France, lorsque l'on voit que dans certains départements, des Français de confession juive ne peuvent plus inscrire leurs enfants à l'école publique, et je pourrais multiplier les exemples. Il y a bien là une rupture qui explique finalement et qui entretient même ce que le président peut dire, mais il en est le premier responsable. Quand on a un président qui se refuse à manifester, ou en tout cas à soutenir la manifestation au lendemain du 7 octobre pour manifester sa solidarité avec les Français de confession juive, je pense que c'est une faute. Donc on préférait qu'il soit beaucoup plus sermonnant à l'égard d'un certain nombre de communautés, pour le coup, assumées en tant que telles. Je pense notamment aux frères musulmans, à ceux qui menacent la
République, mais non, il se trouve que ce sont les Français de confession juive à qui le président fait la leçon. Et dont l'inquiétude ne cesse de grandir aussi en raison de la multiplication des actes à caractère antisémite. On en parlait dans notre journal de 13h. À Paris, les bureaux de la compagnie aérienne israélienne El Al ont été la cible de jets de peinture rouge et de tags l'accusant de compagnie génocidaire. Certains continuent d'importer le conflit sur notre sol et c'est simplement insupportable, Henri Guénaud. Oui, c'est insupportable, mais qu'a-t-on fait pour empêcher l'importation de ce conflit sur notre sol? Au fond, rien. Voilà, qu'a-t-on fait pour empêcher le communautarisme de se développer? Rien. C'est ce qui arrive là, enfin la violence contre les Français juifs. Pour vous, le président de la République, par ses positions qui restent ambiguës, contribue aussi à cette montée de l'importation du conflit. Les pouvoirs publics n'ont rien fait depuis très longtemps. On a même fini par considérer que, au fond, l'antisémitisme, c'était, comme dit un leader politique, résiduel. Et il faut quand même comprendre que c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, parce que le juif en Occident, depuis 2000 ans, c'est la figure du bouc émissaire. Donc, et c'est pas spécifique à la gauche, à la droite, c'est la figure du bouc émissaire. Et donc, ça ne demande qu'à ressortir. Voilà. Donc il faut être extraordinairement vigilant. On ne l'a pas été, mais ça rejoint notre conversation du début de l'émission. Ça fait partie de cette montée de la violence et de la radicalité et de la multiplication des boucs émissaires qui est en train de détruire notre société. Si les pouvoirs publics ne prennent pas ça au sérieux, alors la situation va totalement dégénérer. Raphaël Steinville. Oui, effectivement, Henri Guénaud précisait tout à l'heure qu'il n'y a pas de communauté, on ne devrait pas reconnaître de communauté en France, mais il se trouve que l'immigration massive, l'incapacité que la France a eu à faire de ces immigrés des Français de cœur, les maintenant quasiment les assignant finalement à leurs origines. Juste une remarque, les pouvoirs publics, plutôt que la France, n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Vous avez raison. L'assimilation. Oui, c'était le droit à la différence. Voilà. On en paye aujourd'hui les résultats avec, en plus, des partis politiques qui, au contraire, ont fait du vote communautaire un enjeu absolument crucial, et donc ça explique en grande partie la situation que l'on vit aujourd'hui et qui est désastreuse pour le pays, qui ne cesse de se fracturer. On parlait d'Emmanuel Macron qui durcit le ton face à l'Algérie. On va y revenir dans un instant. Le président français appelle à une plus grande fermeté et détermination dans ce bras de fer. 2h moins le quart sur Europe 1, de Europe 1 13h se poursuit dans un instant avec Mickaël Dorian et ses deux invités, Henri Guénaud et Raphaël Steinville. À tout de suite. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Et vous retrouvez tout de suite Mickaël Dorian, vos deux invités, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Henri Guénaud, ancien commissaire général au plan et ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Longtemps resté silencieux face à l'Algérie, Emmanuel Macron durcit le ton. Le président de la République appelle à une plus grande fermeté et une plus grande détermination dans ce bras de fer. La France doit être forte et se faire respecter, dit-il. C'est ce qu'il fait désormais valoir dans une lettre adressée à son Premier ministre François Bayrou. Il évoque notamment le sort réservé aux Français Boualem Sansal et Christophe Glaise. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, Henri Guénaud. Emmanuel Macron qui hausse le ton face à l'Algérie, il était jusqu'ici resté très silencieux. Pourquoi se réveille-t-il maintenant ? Alors d'abord, je vois pas pourquoi vous répétez comme tout le monde qu'il durcit le ton, qu'il veut qu'on soit beaucoup plus dur. Il faut la lire, la lettre. D'abord, c'est curieux, c'est vraiment, j'ai jamais vu un président de la République écrire à son Premier ministre. C'est-à-dire, c'est les mots qu'il emploie quand il parle de fermeté. Non, mais il faut la lire en entier. Et de détermination. Parce que, d'abord, c'est dans la forme, c'est curieux. Quand Pompidou écrivait à Chaban-Delmas, il disait « Mon cher Premier ministre », et puis il faisait une lettre, une vraie. Et puis ça sortait pas dans la presse. Bon, là, elle est sortie dans la presse. Bon, c'est pas une lettre, ça se présente comme une note qui finit par une curieuse, d'ailleurs, curieuse formule de politesse, très respectueusement, je sais plus. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un président de la République ne fait jamais un document de cette nature. Et quand vous le lisez, alors vous commencez par des mots, il faut être ferme, il faut très bien. Et à chaque fois qu'il y a une affirmation une demande de fermeté, la phrase suivante explique que faut pas s'y prendre comme ça, il faut rétablir des relations amicales, il faut renouer le lien, etc. Donc il y a tout et son contraire dans cette lettre, mais vous ne pouvez pas en tirer une politique. Il y a 2 ou 3 propositions, mais que
auquel tout le monde peut adhérer sur la reconnaissance, sur le fait d'accepter un certain nombre de consuls qui ont été nommés, qui pour l'instant sont pas acceptés par la France. Bon, il appelle à suspendre les accords de 2013. Il dit rien en revanche sur ceux de 68. Oui, mais de toute façon, enfin, et même s'il disait 68 ne changera rien, ça ne fera aucune pression sur les généraux algériens. Continuent à penser que tout ça c'est quand même du vent. Mais ce qui est frappant dans cette lettre, c'est je me donne une posture de fermeté pour montrer que je suis ferme, et en même temps je dis que tout ce que fait le gouvernement c'est pas bien parce que ça nuit à nos relations avec l'Algérie. Donc quoi qu'on pense du fond, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être ferme, est-ce que il faut comprendre qu'on n'a pas de moyens de pression et qu'il faut s'occuper de savoir ce qu'on va faire de nos OQTF et de savoir comment on va faire pas sur la scène publique, mais derrière le rideau, essayer de faire libérer, quitte à employer des moyens de pression beaucoup plus forts, mais qui n'ont rien à faire sur la scène publique. Mais quels moyens de pression, Henri Guénaud? Mais alors, qui ne peuvent porter que sur l'histoire des prisonniers, hein, des deux prisonniers. C'est deux choses différentes. Bon, ce que font tous les États, vous savez, c'est tous les États, c'est que quand les Américains ils sont pas contents, au passage ils sont en litige avec la France sur Alstom, il y a un cadre dirigeant qui passe, on le met en tôle. Voilà. Quand ils sont pas d'accord avec une entreprise chinoise, quand elle passe au Canada, ils la font mettre en tôle. Et puis les Russes sont pareils. Et puis, tout le monde finit. Mais ça n'a rien à faire sur la scène publique. Hein, ce sont des moyens, on va dire, de la diplomatie, ce sont des méthodes renseignement, qui ne sont pas publiques. Voilà, c'est pas public. Il y avait que François Hollande pour aller dévoiler toutes les méthodes hors normes que peut utiliser un État pour se faire respecter, pour se protéger, etc. Bon, mais ça n'a rien à faire sur la scène publique. Hein, c'est autre chose. À partir du moment où moi j'ai appelé ça prendre des otages, où on prend des otages. Ça n'a rien à faire sur la scène publique, mais vous encouragez les États à le faire. Et bien sûr, je veux dire, l'État, il doit défendre ses concitoyens. Alors, on me dira, Boualem Sansal, il a une double nationalité, peut-être, mais on voit bien que c'est parce qu'il a une nationalité française il subit ce traitement. Bon. Et donc, là, on a à protéger quelqu'un qui va mourir en prison. C'est-à-dire, on a à protéger la liberté et la vie de nos concitoyens. Alors, quand un État met des gens en prison parce qu'il y a de bonnes raisons, et ça, c'est à notre État, à nos gouvernements de faire la lumière là-dessus. Quelqu'un qui trafique évidemment de la drogue dans un pays où on condamne très lourdement, voire à mort, les trafiquants de drogue, c'est la justice du pays qui est libre de choisir ce qu'elle veut. Bon, quand en revanche on sent qu'il y a un coup fourré, que tout ça était une machination, alors ça devient notre problème. Bon, mais ça, c'est un problème qui ne relève pas des relations diplomatiques, politiques normales. Bon, voilà. Quant aux ultimatums sur la scène publique, ça ne marche pas. Ça ne marche qu'avec des États qu'on peut isoler, étouffer. Soumettre, mais avec un État qu'on n'a pas les moyens de soumettre, d'isoler ou de sanctionner, ça ne fonctionne pas. Les ultimatums, ça ne marche jamais. Aucun gouvernement, aucun régime ne peut accepter un ultimatum. Et moi, indépendamment de cette discussion qui mériterait un peu plus de temps pour savoir ce que nous devons faire aussi, nous, de nos frontières, ce que nous devons faire du droit européen qui nous empêche de les contrôler, ce que nous devons faire avec des OQTF qu'on peut pas renvoyer. Ça mériterait une émission entière pour discuter de tout ça. Mais indépendamment du fond, cette lettre, moi, me laisse ahuri, en fait, parce que il faut la lire en entier. Et il y a tout et son contraire dedans. Ça n'est qu'une suite de postures. Je ne comprends pas là encore, pourquoi un président de la République fait ça. S'il a quelque chose à dire à son Premier ministre ou à son ministre de l'Intérieur, il le leur dit. S'il veut leur écrire une lettre qui reste entre les deux, il le fait. Et s'il veut donner des instructions sur la politique étrangère, il donne des instructions. Là, il n'y a pas d'instructions. Vous ne pouvez pas tirer une politique de ça, et donc tout le monde reprend. Il a réussi son coup de communication puisque il dit il faut être ferme. Donc on dit ça y est, il a changé de registre. Écoutez, je vais vous donner la parole dans un instant, Raphaël Steinville. Écoutez juste avant Xavier de Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie, qui était l'invité de Trina Magdine tout à l'heure sur Europe 1. Pour lui, cette lettre du président de la République est une forme de victoire de la politique de Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'il dit. C'est manifestement un désaveu ou un abandon de la ligne diplomatique prônée par le ministre des Affaires étrangères, la politique de l'apaisement.
Et c'est clairement un point en faveur de la politique prônée par Bruno Retailleau. Mais encore une fois, ce n'est qu'un premier pas. Je crois qu'il faudra voir ce qu'il y aura après. On voit que le président de la République change de ton, change de politique, mais il fait un demi-pas. Aujourd'hui, il prend acte que nous sommes dans une impasse complète. Mais je pense que pour être pleinement efficace, ces mesures devraient être beaucoup plus fortes. Je crains que l'Algérie passe ça par pertes et profits, en quelque sorte. Alors Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en Algérie, au micro de Trina Magdine sur Europe 1 tout à l'heure. Une petite remarque, justement, c'est que en fait, il taille en pièces dans la lettre la politique de Bruno Retailleau. À tort ou à raison, mais en tout cas, il la taille en pièces en réalité. Oui, mais dans les faits, Raphaël Steinville, est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier Driancourt? Est-ce que c'est une victoire de la politique de Bruno Retailleau, un aveu d'échec de celle de Jean-Noël Barrot, ou est-ce que comme Henri Guénaud, Xavier Driancourt reste un diplomate. Donc la manière dont il salue les efforts d'Emmanuel Macron pour envisager une autre politique, une autre diplomatie à l'égard de l'Algérie. Il est plutôt positif en tous les cas. Non, mais il est nuancé. Mais la vérité, c'est qu'il est beaucoup plus sévère. Il est beaucoup plus sévère que cela à l'égard du président, mais il reste un diplomate. Et donc, les mots euphémisants qu'il emploie traduisent en réalité, je pense, une sorte de désaveu de la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'effectivement, la vraie question qui doit se poser à travers cette lettre, au-delà du fait que on pourrait tomber dans le piège d'un président qui voudrait nous faire croire qu'il agit désormais avec fermeté vis-à-vis d'Alger, c'est de savoir quelle est l'efficacité de la politique qu'il semble envisager vis-à-vis d'Alger. Et ça, pour le coup, et je pense que Xavier Driancourt, c'est ce qu'il dit, il n'est pas sûr que ça produise le moindre effet.